RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy. Merci de votre fidélité, votre podcast RMC Sport à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Chaque semaine dans l'After Italy, vous le savez, on part à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football italien. Et chaque semaine, notre drôle de dame italienne, Johan Crochet, est avec nous. Ciao Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Et avec Enzo, cette semaine, supporter du Napoli. Salut Enzo. Salut à tous, bonne journée à tutti. La lutte pour le Scudetto est toujours aussi acharnée. L'Inter, battu à Bologne, a été rejointe en tête du classement par le Napoli, vainqueur à Monza. Les deux équipes sont à égalité de points et si elles le restent jusqu'à la fin, un match d'appui pourrait être organisé pour les départager. En attendant un tel dénouement, quelles sont les forces et les faiblesses des Napolitains dans cette course au titre ? C'est le sujet de notre After Italy. Johan, d'abord, coup d'œil au classement pour bien comprendre l'égalité presque parfaite entre les Interistes et les Napolitains. On parle vraiment d'un mano à mano parce que des équipes comptent le même nombre de points cette saison. Exactement, 71 points. Et c'est grâce à la dernière journée de championnat où on a eu ce scénario, puisque l'Inter a perdu à Bologne et le Napoli a gagné à Monza. 71 points pour les deux clubs. Et donc, on a une vieille règle qui a été réintroduite par la Lega Serie A. C'est le match d'appui pour le Scudetto d'un côté et aussi pour le maintien. Il y a deux cas spécifiques. Le Scudetto et le maintien entre 17e et 18e éventuellement. Si deux clubs arrivent à égalité de points, eh bien on les départage sur un match d'appui. Alors le match d'appui, normalement pour le Scudetto, c'est le cas qui nous intéresse, c'est chez le club qui est le mieux classé, un match sec chez le club le mieux classé qui reçoit, sauf, parce qu'il y a toujours des exceptions en Italie, s'il y a des soucis liés à l'ordre public, par exemple, ça peut être délocalisé dans le stade de la finale de la Coupe d'Italie et donc à Rome. Et donc là, ce serait où, par exemple ? Ça, c'est un cas spécifique. Ça sera à Rome, au Stadio Olimpico de Rome. D'accord, parce qu'on considérait que l'organiser sur l'un des deux terrains, que ce soit à Giuseppe Meazza ou au stade Diego Armando Maradona, ce serait susceptible de créer des troubles. Exactement. C'est les préfectures ensuite qui décident. S'il y a des soucis ou s'il y a des risques, notamment liés à la sécurité avec des affrontements possibles entre supporters, ils peuvent décider de le délocaliser à Rome. Et le match, je le précise tout de suite, c'est un match sec, pas de prolongation en cas d'égalité, directement les tirs au but. Bon, ce serait quand même le dernier cas, il y a eu un seul cas dans l'histoire du football italien où un titre s'est joué sur un match d'appui. C'est en 1964 entre Bologne et l'Inter. Et l'Inter avait perdu ce match d'appui. C'est Bologne qui avait été sacré champion d'Italie. Est-ce que c'est un dénouement qui te hype, qui t'exciterait, Enzo, toi le supporter du Napoli, un match d'appui si les deux équipes sont à égalité de points à la fin de la saison ? Alors, vu l'état mental dans lequel je me suis retrouvé après le match de Monza, où en fait, je me rends compte que être supporter d'une équipe entraînée par Antonio Conte, tu subis la même pression mentale que les joueurs en tant que supporter. J'étais crevé. Donc, du coup, aller sur une finale, potentiellement à Rome, même si le discours des supporters pour éviter des problèmes, moi j'ai en tête la finale de Coupe d'Italie contre la Fiorentina en 2014, où j'étais présent, j'étais au stade, où c'était parti complètement en cacahuète. Je pense que s'il doit y avoir des problèmes en dehors du stade, tu peux faire, à part de faire le match en dehors de l'Italie, sinon il y aura quand même des incidents. Bon, en tout cas, c'est une perspective. Moi, depuis notre position ici en France, ça m'intéresserait beaucoup de voir ce genre de finale parce qu'on décide donc de ne plus tenir compte de la différence de but qui est largement favorable à l'Inter. On l'a vu tout à l'heure au classement. Il y a 13 buts d'écart en faveur des Interistes. Alors, on a décidé donc dans ce podcast, dans cette After Italy, de vous lister les points forts, les points faibles des Napolitains dans cette course au titre. Parmi les points forts, on va commencer par la défense, messieurs, puisque Naples est l'équipe qui a encaissé le moins de buts dans les 5 grands championnats européens. C'est la meilleure défense devant moins de buts encaissés que Bilbao, que le PSG et Arsenal, qui vont d'ailleurs s'affronter en Champions League en demi-finale, et moins de buts encaissés également que l'Atlético. Aucune équipe n'a encaissé aussi peu de buts en Europe. Comment Antonio Conte a construit cette forteresse, Johan ? Bon, déjà, il faut savoir que c'est la phase défensive, un credo très important chez Antonio Conte depuis toujours. Il fait partie de ces entraîneurs qui considèrent que
on ne peut gagner le Scudetto qu'avec la meilleure défense du championnat et non pas forcément avec la meilleure attaque, même pas du tout d'ailleurs. Cette saison, avec le Napoli, il a essayé une défense à 4 et une défense à 3. En réalité, ce qui fait la différence, c'est la hauteur sur le terrain de Politano, parce qu'il peut jouer ailier dans un 4-3-3 par exemple, mais il peut jouer aussi piston dans une défense à 5 élargie. Donc c'est lui qui vraiment gère le système défensif entre défense à 4 et défense à 3. Dans les deux cas, en tout cas, on a une solidité affirmée et assez claire, c'est-à-dire la capacité de l'Inter à subir le jeu de l'adversaire sans pour autant leur concéder beaucoup d'occasions. Même si Meret fait une très bonne saison, Alex Meret, le gardien du Napoli, globalement, il a beaucoup moins de travail que certaines saisons du Napoli parce que le travail collectif, et on insiste là-dessus, c'est pas simplement la ligne de défense, c'est la participation aussi des joueurs offensifs et des milieux de terrain à toutes les tâches défensives pour essayer de filtrer un maximum de ballons et ne pas trop exposer la défense du Napoli. Et en ce sens, ils le réussissent extrêmement bien. C'est peut-être pas le plus spectaculaire, c'est peut-être pas le plus divertissant, effectivement, en tout cas pour ceux qui ont cette sensibilité-là au ballon, mais pour le moment, c'est extrêmement efficace. Anzo, toi qui vois tous les matchs du Napoli, c'est ce qui t'impressionne le plus également cette saison, c'est cette solidité défensive? Clairement, surtout quand on voit la saison dernière d'où on vient, où chaque action, on avait l'impression qu'on allait prendre un but. Alors que là, le gros travail qui a été fait tout de suite, c'est remettre en piste des joueurs comme Di Lorenzo, Armani, Meret, qui jusqu'à maintenant était un gardien encore avec qui on a peur quand le ballon lui arrive entre les pieds, mais par contre qui a montré cette année que les parades décisives, parce que oui, il a peu de travail à faire, par contre très souvent c'est des grosses parades, c'est des grosses situations, et en fait il montre une personnalité que jusqu'à maintenant il n'avait jamais montré. Et ça, c'est vraiment ce qu'a apporté Conte, c'est l'aspect mental à ces joueurs-là, leur donner confiance, même à Juan Jesus, qui a dû suppléer à Buongiorno, qui s'est retrouvé souvent blessé cette saison. Juan Jesus a fait le boulot, en fait, jusqu'à maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, que tu parlais des préceptes d'Antonio Conte, Johan, sur les défenses qui sont souvent sacrées championnes d'Italie. Moi, je me suis amusé à regarder les 10 dernières saisons. 9 fois sur 10, le champion d'Italie possédait la meilleure défense. Or, c'est le Napoli qui la possède, donc avec 7 buts de moins, par exemple, encaissés que l'Inter, Johan. Ouais, alors on peut aussi prendre le truc dans l'autre sens, Jérôme. C'est-à-dire que l'Inter, la saison dernière, champion d'Italie, a la meilleure attaque. Le Napoli de Luciano Spalletti, champion il y a 2 ans, a également la meilleure attaque. Et même l'Inter d'Antonio Conte, il y a 4 ans maintenant, il est à un but d'avoir la meilleure attaque par rapport à l'Atalanta. Mais c'est la meilleure attaque des plus gros clubs du championnat, derrière l'Atalanta pour un seul but. Donc finalement, ça dépend de quel angle on regarde cette statistique. Effectivement, si tu as la meilleure défense, tu as pas mal de chances d'être champion. Si tu as la meilleure attaque, tu as à peu près autant de chances d'être champion aussi. Donc Antonio Conte, ça va dans son sens de dire que avec la meilleure défense, tu es sacré champion. Luciano Spalletti pourrait lui répondre, moi j'ai été champion avec le Napoli, avec la meilleure attaque et de loin. Alors autre atout pour le Napoli en dehors de cette défense, c'est le duo Scott McTominay, Romelu Lukaku. On va d'abord s'intéresser à Scott McTominay parce que y a une stat qui est intéressante. Quand on regarde les joueurs qui ont débloqué des 0-0 cette saison en Italie, c'est-à-dire qui ont marqué le premier but d'un match, Matteo Retegui, l'attaquant de l'Atalanta, et Moise Kean, l'attaquant de la Fiorentina, d'ailleurs les deux attaquants de la Squadra Azzurra, sont les deux joueurs qui en ont débloqué le plus, 7 buts chacun donc à 0-0. Et c'est Scott McTominay qui arrive en 3e position. 6 fois, il a marqué, il a débloqué une rencontre. Moi, c'est un joueur que j'ai suivi à l'époque où il était à Manchester United, un joueur de devoir, un joueur d'impact. À quel point, Anzo, toi, le supporter du Napoli, tu es surpris par le niveau de performance de Scott McTominay? Surpris au final, peut-être pas tant que ça, dans le sens où c'est un joueur qui arrive de première ligue et du coup qui a une capacité à mettre de l'intensité qui, au final, arrive en Serie A, t'es à l'aise. Donc au final, le voir aussi performer, sachant qu'il est proche de Lukaku, que dans le système d'Antonio Conte, c'est une pièce maîtresse de son système sur le plan offensif. La dernière fois qu'on a vu un centrocopiste, un milieu de terrain aussi prolifique, c'était Hamsik.
Et en fait, effectivement, c'est vrai qu'on retrouve un peu des traits d'Hamsik dans ce joueur-là, le côté leader de par le volume de jeu qu'il couvre et surtout son appétit, parce qu'on voit que c'est un joueur qui aime mettre des buts, qui met des buts de la tête, qui est capable de mettre des frappes de loin. Donc, c'est une très très bonne surprise. Après, c'est un joueur qui n'était pas titulaire à part entière à Manchester United. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a quitté le club l'été dernier. Son acclimatation, elle est quand même assez dingue, Johan, parce que c'est devenu un taulier tout de suite dans le 11 de départ du Napoli. Effectivement, mais en réalité, il a deux qualités essentielles. Enzo a touché du doigt la première, c'est les joueurs qui arrivent de première ligue ont cette facilité à s'imposer rapidement en championnat italien parce que l'intensité dont ils ont l'habitude en Angleterre est bien moindre en Italie. Donc eux ont aucun mal à mettre cette intensité, ce volume de course, cette densité physique. Et donc ils font tout de suite des différences. On peut penser dans le même club, à Zambo Anguissa, on peut penser à Mkhitaryan quand il arrive à la Roma, Smalling, Loftus-Cheek, Tomori, Abraham. Généralement, les joueurs qui viennent de première ligue ont aucun problème à prendre le rythme de Serie A parce que c'est eux qui sont au-dessus. Donc ils amènent cette dimension physique dont a besoin d'ailleurs le championnat italien. La deuxième qualité qu'il a, et c'est lié au poste d'attaquant, tu parlais du duo Lukaku-McTominay. Quand on a un joueur comme Lukaku, un attaquant qui joue beaucoup de haut but, qui protège bien les ballons, qui a cette masse musculaire pour protéger les ballons de haut but, il a besoin de joueurs qui arrivent des deux côtés derrière lui en projection. Et McTominay est très intéressant dans ses déplacements, dans la lecture des espaces et dans sa capacité à gagner des duels au milieu de terrain pour accélérer ensuite et venir proposer une solution. Si vous prenez par exemple le but de Lukaku contre Empoli, le but de McTominay contre Empoli, le premier but, Lukaku est sur le côté, il protège extrêmement bien le ballon et il voit dans un espace libre avec personne autour de lui McTominay. McTominay ensuite a 25 mètres pour avancer, frapper et marquer. Donc c'est ça dont a besoin Antonio Conte, dont il avait besoin. Et c'est pour ça qu'aussi un joueur comme Zambo Anguissa est très à l'aise. C'est des joueurs qui complètent extrêmement bien les qualités de Lukaku, qui sentent un petit peu le but quand même, et qui ont des vraies qualités de projection autour de l'avant-centre. Donc McTominay, leader aujourd'hui offensif du Napoli, c'est pas tant surprenant que ça. Enzo, il a la cote auprès des supporters aussi. Scott McTominay, il s'est très vite fait adopter. Totalement. C'est un joueur qui a été super intelligent dans sa communication dès son arrivée, qui a montré tout de suite des signes d'appartenance au club, et puis aussi les salariés du club, les bruits qui ressortent, c'est que c'est un garçon qui est extrêmement respectueux, intelligent. Avec son compère Gilmour, ils se sont mis tout de suite à apprendre l'italien, ils font en sorte d'apprendre la langue. C'est un modèle d'intégration. Il a compris là où il a mis les pieds et il a su en faire une force tout de suite. Et aujourd'hui, c'est clairement, si ce n'est peut-être le joueur le plus idolâtré de l'équipe. Deuxième meilleur buteur parmi les milieux de terrain en Italie derrière Tijani Reinders. On peut dire que c'est le meilleur milieu de terrain d'Italie ou pas? C'est trop, Johan? Il y a du matériel quand même autour de lui. Il y a des joueurs importants. Alors, dans l'impact offensif, Reinders est encore au-dessus. Et puis, il faut voir ce qu'on met dans les milieux de terrain parce qu'un joueur comme Guendouzi à la Lazio a été très très bon. Un joueur comme Manu Koné à la Roma a été très très bon. Nicolo Barella, pour moi, reste la référence en Italie, à la fois sur le travail offensif et défensif. Çalhanoğlu est très important aussi. Bon, il y a du monde, Khéphren Thuram, mais c'est en train de bien s'imposer aussi à la Juve. Donc, si on prend Ederson à l'Atalanta, a été énorme aussi en première partie de saison. Donc, en tout cas, le joueur qui a le plus gros impact offensif sur son équipe, derrière Reinders, c'est lui, ça me semble assez clair. Alors, on parlait donc de son association aussi et du rôle que joue Romelu Lukaku dans les progrès et dans les performances de Scott McTominay. Lukaku, lui, c'est le meilleur passeur de Serie A avec 10 passes décisives, 12 buts également. D'ailleurs, c'est le seul joueur parmi les 5 grands championnats européens à être à plus de 10 buts et 10 passes D avec Mohamed Salah. On se rend compte aussi quand on regarde les stats qu'il compte 102 buts en 128 matchs sous Antonio Conte. Enfin, il est impliqué, sur 102 buts. Ça veut dire que entre ces deux hommes-là, il y a une alchimie, il s'est passé quelque chose entre Antonio Conte et Romelu Lukaku. Toi, Enzo, est-ce que tu es satisfait du rendement de Lukaku? Est-ce que tu restes encore sur ta faim? Tu as l'impression finalement de ne pas avoir sous la main le grand joueur qu'il a été? Lukaku, c'est le joueur le plus emblématique de Conte. Tu viens de rappeler les chiffres.
Et en finale, Conte, lapsus, Lukaku, si tu prends les chiffres, ça marche. Au niveau statistique, il est là, il plante. Il y avait une stat aussi que j'avais vu passer comme quoi, parmi les buts qu'il a mis, c'est le buteur le plus décisif de Serie A. T'as Retegui et Moise Kean qui ont enfilé des filoches les uns derrière les autres. Par contre, en termes de points rapportés à l'équipe, c'est Lukaku qui est devant au niveau du classement. Donc en fait, c'est le stéréotype de l'attaquant sous Conte. Je suis pas beau à voir. Voilà, c'est pas un Gonzalo Higuaín, un Edinson Cavani qu'on a eu ces dernières années, un Mertens, profil complètement différent. Par contre, ça marche. Il marque, il fait marquer. Et aujourd'hui aussi dans l'effectif, c'est un joueur qui est indispensable de par sa force mentale, parce que les joueurs, le groupe, Politano ce week-end quand Lukaku est sorti, nous a fait applaudir. Il s'est tourné vers la tribune, il nous a fait signe en mode applaudissez-le, parce que les gars, ce qu'il est en train de faire, c'est grâce à lui qu'on est en train de pouvoir lutter pour le Scudetto. Johan, tu es d'accord avec ça ? Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup du côté personnalité, mentale, connexion, relation entre les deux, ce qui paraît assez clair, hein, parce qu'on le voit et c'est matérialisé sur le terrain. Mais il y a aussi le côté technique, et Lukaku est l'attaquant parfait pour le jeu restrictif d'Antonio Conte. Ça sert à rien aujourd'hui. Par exemple, un Retegui serait bon aussi, je pense, avec Antonio Conte. Mais si vous prenez un faux numéro 9 ou un Raspadori, par exemple, qui est aussi dans l'effectif du Napoli, ça ne servirait à pas grand-chose. Ou un Kolo Muani ne servirait pas à grand-chose à Antonio Conte. Il a besoin plus d'un attaquant de gabarit qui garde des ballons, qui est bon dans le jeu aérien, sur qui on peut jouer très long dans les phases où on subit un petit peu la pression adverse, ou pour construire aussi un petit peu le jeu et avoir des joueurs, des milieux de terrain, comme je l'ai expliqué avec McTominay, qui viennent à hauteur et pour se projeter. Donc il y a la connexion évidemment relationnelle entre les deux, mais il y a surtout une connexion technique, c'est-à-dire que c'est l'attaquant rêvé pour Antonio Conte et son jeu, et ce qu'il attend d'un numéro 9, et on le voit. Entre l'expérience des deux à l'Inter, couronnée par un Scudetto, et l'expérience cette saison à Napoli, peut-être couronnée par un Scudetto, Lukaku, il a 2 échecs. Hein. En échec à Chelsea, en échec à la Roma. On a parlé de la défense, on a parlé de McTominay, on a parlé de Lukaku. On vient d'en parler un petit peu, mais finalement, est-ce que c'est pas Antonio Conte le principal atout du Napoli dans cette lutte pour le titre, Anzo ? Toi qui le découvres cette saison en tant que supporter. Moi qui le découvre, effectivement, même si c'est un personnage, j'en parlais avec Johan par message une fois ou l'autre, j'ai du mal à m'attacher parce qu'il est trop professionnel, entre guillemets. Si on peut reprocher à quelqu'un d'être trop professionnel. Il est extrêmement pragmatique. Il est conscient des moyens qu'il a à disposition, parce que l'équipe qu'on a en soi, oui, qu'on soit dans la lutte pour les 4 premières places, c'est plus que logique. On n'avait que ça à jouer cette saison. Par contre, de là à espérer tout de suite gagner un Scudetto et être en phase de pouvoir rejoindre cet objectif-là avec toujours ce même effectif, clairement, c'est la patte Antonio Conte. Il a dû s'adapter en plus à des paramètres comme le départ de Kvaratskhelia cet hiver sans être remplacé, parce qu'on peut pas dire qu'Okafor était un remplaçant digne de ce nom. Il joue même pas. Voilà, il nous apporte un Scudetto potentiellement sur le plateau la première année. Par contre, ce qui me fait peur, de par les principes de jeu qu'il développe, de par son football, de par ses idées, c'est déjà ma projection sur l'année prochaine. C'est avec la Ligue des Champions, avec l'intensité que je vois pendant les matchs où on joue parfois, voire trop souvent, une mi-temps sur 2. Où est-ce qu'on va en finale ? Parce que dans le fond de jeu technique, c'est pas aussi développé, et se résoudre à seulement encaisser un but de moins que l'adversaire, au lieu d'avoir cette réflexion de mettre un but de plus, on va le payer cher la saison prochaine, à mon avis. Johan, on avait consacré un épisode, un After Italy à Antonio Conte. C'est vrai qu'il a cette expérience d'être champion, que ce soit en Angleterre ou en Italie, mais il y a aussi ses sorties dans la presse, le fait qu'il se plaigne régulièrement. Qu'est-ce qui va prendre le dessus, selon toi ? D'ici la fin de cette saison ? Oui. Moi, il y a quelque chose... La grande qualité d'Antonio Conte, au-delà de tout l'aspect technico-tactique, c'est quand même réussir à fédérer un groupe autour d'un objectif commun, de maximiser les qualités de chacun, de réussir à empêcher les trous de concentration.
Ça, c'est très important et on le voit, il y a des joueurs qui avaient toujours, défensivement notamment, je parle vraiment de l'aspect défensif, il y a des joueurs qui déconnectaient d'un match à l'autre ou en plein match. On le voit pas du tout avec Antonio Conte. Il y a vraiment cette rigueur-là qui l'amène et on sait que c'est quelque chose qu'il martèle en permanence à l'entraînement, qu'il martèle dans les mises au vert, qu'il martèle dans les séances vidéo aussi. Le moindre détail est analysé pour montrer que là, il fallait peut-être pas être 2 mètres à gauche, un peu plus à droite, faire bien attention au déplacement des adversaires. Donc, quand on donne l'expression il martèle les choses, c'est vraiment ça. En Italie, on utilise aussi la métaphore du marteau pour Antonio Conte. C'est quelqu'un qui frappe, de manière évidemment pas physique. Ces joueurs, deux concepts liés à la rigueur défensive, aux besoins de concentration, à l'exaltation de ses propres qualités, de tous tourner vers l'objectif commun. Et ça, forcément, avec évidemment un calendrier, on va l'évoquer dans un instant, beaucoup plus favorable pour le Napoli, ça peut faire une grosse différence. Ouais, parce que l'un des points faibles au-delà du jeu minimaliste donc prôné, on a pu le comprendre vu le stress qui t'envahit Enzo à chaque match du Napoli. Il y a quelques blessures également qui peuvent handicaper le Napoli d'ici la fin de la saison. Juan Jesus, on l'a dit, qui vient de se blesser. Alessandro Buongiorno, dont on attend le retour, qui a été un titulaire évidemment durant toute la saison. David Neres, là aussi incertain peut-être de retour le week-end qui arrive. Mais tu le disais, Johan, il y a ce calendrier qui pourrait faire basculer la lutte pour le titre. Quand on regarde, tiens, on vous a sorti les adversaires des deux équipes d'ici la fin de la saison. L'Inter va recevoir la Roma qui est 6e du classement, va également recevoir l'Hellas Vérone, va aller au Torino, va recevoir la Lazio qui est 7e, ira à Côme. De son côté, le Napoli n'affronte aucune équipe du top 10. Et si tant est qu'on considère le Torino comme le top 10, même s'ils sont 10e, mais sinon c'est Lecce, Genoa, Parme, Cagliari. Enzo, quand on voit ça, on se dit c'est du cousu humain, c'est fait pour vous. Quand tu vois le match de ce week-end contre Monza qui est dernier du championnat, non. Venise, quand on est allé chez eux, on fait match nul. Alors bon, le gardien avait fait le match de sa carrière, comme très souvent contre le Napoli. Alors, je dis ça certainement parce que je regarde tous les matchs du Napoli, mais j'ai l'impression que les gardiens font toujours le match de leur vie contre nous. Ce fait d'avoir ce manque de certitude dans le jeu offensif fait que on va jouer contre des équipes qui doivent sauver leur peau, qui vont rien nous lâcher, qui vont rien nous régaler, et du coup, oui, ça devrait le faire d'un point de vue effectif. Et si on prend les joueurs par effectif, oui, il y a aucune équipe qui me fait peur sur le papier. Par contre, une fois que tu es sur le terrain, je remets tout ça en question et je prends mon stress pour mes 90 minutes. Johan, tu penses plutôt que le calendrier... Enzo, tu l'as compris, Jérôme, par scaramanzia, comme on dit en Italie, par superstition. Enzo ne dira pas qu'il est le favori pour gagner le Scudetto, que son Napoli est le grand favori. Mais vraiment, quand on met les deux calendriers côte à côte, déjà, il y a cette donnée-là, c'est les deux calendriers côte à côte. Et ensuite, le calendrier s'élargit aussi du côté de l'Inter, parce qu'il y a 2 matchs contre le Barça, oui. Demi-finale et demi-finale retour en Ligue des Champions. Il y a la demi-finale aussi de Coupe d'Italie contre l'AC Milan. Donc là, actuellement, l'Inter a déjà joué 15 matchs de plus que le Napoli cette saison. Rajoutez à ça un calendrier où il y aura 3 matchs encore de plus au minimum, et un calendrier en championnat qui est extrêmement favorable au Napoli. Enzo ne le dira pas, personne ne le dira à Naples, surtout pas Antonio Conte. Mais le grand favori clair pour cette fin de saison en Italie, c'est le Napoli, parce qu'il se dégage aussi quelque chose autour de cette équipe, de l'ordre presque de l'irrationnel, cette solidité défensive. Évidemment, ils ont du mal à se créer des occasions, donc ils ont du mal à avoir des grosses occasions pour marquer, et donc ils ont du mal à marquer, mais néanmoins, contre ces clubs-là de la partie droite du classement, comme on les appelle en Italie, entre 11e et 20e, ça doit passer sans trop de problèmes. Enzo, tu es superstitieux, toi, alors, du coup ? Cette année, oui. Tu me parles de l'année avec Spalletti. J'avais mon tatouage du Scudetto sur le bras déjà au mois de mars. Parce que bon, on a des points d'avance et justement, le jeu contre Napoli me fait dire que si c'est pas cette année, ça sera jamais. Par contre, tu vois, cette année, j'ai pas pris de rendez-vous chez le tatoueur et tant que j'aurai pas le Scudetto sous les yeux au stade, j'y croirai pas. Parce que il y a le contexte aussi, comme je l'ai dit avant de la saison dernière, on revient d'une 10e place. Il y avait
On a fait 3 entraîneurs, il n'y a rien qui allait. Et là, d'un coup, on se retrouve propulsé de nouveau à une éventuelle première place. Et puis moi, en plus, je vais à Milan. Je joue dans mon équipe. Il y a des Milanistes, il y a des Interistes. Prendre le Scudetto aux Interistes de cette façon-là, forcément, ça me ferait plaisir et je serais le premier à exulter. Par contre, ça devrait bien se passer. On attend juste la mathématique. On devient pragmatique comme Conte. Comme j'ai dit, en étant supporter comme lui, tu deviens pragmatique. Tant que l'objectif n'est pas atteint, tu attends avant de te prononcer. Bon, on va s'interrompre là parce qu'on va perdre Johan. Johan, merci beaucoup. Merci. À très vite pour un nouvel After Italy. Enzo, merci également. On se retrouve très vite. On va vivre une fin de saison endiablée, bien sûr, dans cette Serie A avec cette lutte pour le Scudetto entre l'Inter et le Napoli. Ciao, à bientôt. RMC After Italy.